Accepte-le, ce n'est pas pour toi. Tu te trouves piégé dans un cycle interminable de pensées sur une personne que tu sais ne vaut pas la peine. Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi notre esprit insiste pour s'accrocher à des personnes qui nous font du mal. Et surtout, comment nous pouvons nous libérer de ce poids émotionnel pour faire place à une vie plus pleine et authentique. Ici, tu ne trouveras pas de solution superficielle ni de clichés. Nous allons nous plonger dans des outils pratiques et une perspective psychologique profonde afin que tu comprennes les mécanismes derrière cet attachement mental et, surtout, que tu apprennes à te reconnecter avec toi-même. Alors, prépare-toi car cela pourrait changer ta vie. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais éteindre ces pensées intrusives. Si, au lieu de te concentrer sur ceux qui ne te valorisent pas, tu pouvais rediriger cette énergie vers tes rêves, tes objectifs et tes passions. Cette vidéo te donnera les clés pour y parvenir. Et ce n'est pas tout. Tu apprendras aussi à développer un amour-propre tellement solide que tu ne te retrouveras plus jamais piégé dans une situation comme celle-ci. De plus, nous te présenterons des outils pratiques basés sur les enseignements de Rolando Goicoechea, expert en ruptures amoureuses et en amour-propre, qui affirme « Lorsque tu cesses d'être ton pire ennemi et que tu commences à être ton meilleur ami, tu ouvres la porte à une vie qui t'a toujours attendu. » Et oui, nous parlerons d'autres grands psychologues, mais Rolando nous guidera avec ses enseignements clés pour ce processus. Pourquoi est-ce si difficile de cesser de penser à quelqu'un qui nous a blessés? La réponse réside dans la manière dont notre esprit traite l'attachement et le rejet. Selon John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, lorsque nous vivons la perte ou le rejet d'une figure importante, notre cerveau interprète cela comme une menace pour notre survie émotionnelle. C'est pourquoi nous revenons sans cesse à ces pensées, comme si, en les analysant, nous trouverions une solution. Ce n'est pas l'autre personne que nous cherchons réellement, mais la validation et la sécurité que nous croyions qu'elle nous apportait. C'est là le premier pas pour lâcher prise. Comprendre que ce que nous recherchons à l'extérieur est en nous-mêmes. C'est ici que l'amour-propre entre en jeu, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique quotidienne qui transforme ta perception de toi-même. Tu imagines comment ce serait de rediriger ton attention vers ce qui compte vraiment? À la fin de cette vidéo, non seulement tu auras les outils pour lâcher prise, mais aussi pour devenir la personne que tu as toujours voulu être. Alors, reste avec nous, car le meilleur est à venir. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Commençons. Lorsque nous pensons à l'attachement envers une personne qui n'en vaut pas la peine, nous sommes confrontés à un phénomène complexe qui implique à la fois l'esprit et les émotions. Selon Korang, l'une des raisons pour lesquelles nous nous obsédons sur quelqu'un est que cette personne reflète une partie de notre inconscient, quelque chose que nous devons intégrer ou résoudre. C'est pourquoi, même quand nous savons que cette relation est nuisible, notre esprit continue de revenir, cherchant une solution qui ne viendra jamais de l'extérieur. Rolando l'explique clairement. Le problème n'est pas la personne qui ne vaut pas la peine, le problème est la relation que tu as avec toi-même. Si tu ne te traites pas avec respect et amour, tu chercheras inévitablement à l'extérieur quelque chose pour combler ce vide. Ce point de vue nous invite à changer de perspective. Il ne s'agit pas de l'autre personne, il s'agit de toi, de la manière dont tu construis une relation avec toi-même, une relation si forte et satisfaisante que tu n'auras plus besoin de chercher la validation là où elle n'existe pas. Le psychanalyste Erich Fromm aborde aussi cette question dans L'art d'aimer, où il souligne que l'amour immature dit « je t'aime parce que j'ai besoin de toi », tandis que l'amour mature affirme « j'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Cela signifie que lorsque nous nous accrochons à quelqu'un qui ne nous valorise pas, nous agissons à partir d'une nécessité immature, fondée sur la dépendance, et non sur un amour véritable. Ce changement de perspective peut être puissant pour comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher prise. Un autre point clé est de comprendre le rôle des neurosciences dans ce processus. Selon les recherches du Dr Matthew Lieberman, spécialisé en neuropsychologie sociale, le rejet active les mêmes zones du cerveau que celles qui répondent à la douleur physique. C'est pourquoi
Ça fait si mal. Notre cerveau interprète littéralement le rejet comme une blessure qui doit être soignée. Mais c'est là qu'intervient le travail conscient pour rediriger ses pensées vers quelque chose qui nous nourrit réellement. Rolando partage un outil essentiel pour ce genre de situation, l'utilisation du document personnel. Ce document est une déclaration écrite où tu définis qui tu es et ce que tu valorises. Tu ne peux pas oublier quelqu'un qui te blesse jusqu'à ce que tu deviennes conscient de qui tu es et de ce que tu mérites, dit Rolando. Écrire ce document t'aidera à te rappeler chaque jour que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta propre perception. De plus, il est important de briser les schémas de pensées intrusives. C'est là que les pratiques de la pleine conscience peuvent être utiles. Jon Kabat-Zinn, créateur de la technique de réduction du stress basée sur l'attention, explique que lorsque tu prends conscience de tes pensées, tu peux observer tes émotions sans attachement et les laisser partir. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais apprendre à les gérer avec compassion et équilibre. À ce moment-là, Rolando ajoute quelque chose de crucial, l'amour propre. Ce n'est pas simplement te dire des phrases positives devant le miroir, c'est agir quotidiennement comme si tu étais la personne la plus importante de ta vie. Cela signifie que chaque décision que tu prends doit refléter ton engagement envers toi-même, depuis la nourriture que tu consommes jusqu'aux personnes avec lesquelles tu choisis de t'entourer. Tout doit être aligné avec le respect et l'amour que tu mérites. Pense à cela. Si quelqu'un entrait chez toi et commençait à détruire tes affaires, que ferais-tu? Probablement, tu le mettrais dehors immédiatement. Alors, pourquoi permettons-nous que quelqu'un fasse la même chose avec notre paix mentale et émotionnelle? Rolando pose une réflexion importante. La qualité de ta vie dépend de la qualité des relations que tu entretiens, mais surtout de la relation que tu as avec toi-même. Suivant ce chemin, un autre outil que tu peux utiliser est l'établissement de limites. Cela ne signifie pas seulement couper le contact avec cette personne, mais aussi avec les activités qui perpétuent le cycle d'obsession, comme vérifier ses réseaux sociaux. C'est ici que la phrase de Rolando résonne avec force. Si tu t'aimais profondément, permettrais-tu cela à toi-même? À ce moment-là, il est aussi fondamental de comprendre que lâcher prise ne signifie pas oublier, mais plutôt libérer. Selon le docteur Franco, créateur de la logothérapie, trouver un but plus grand est ce qui nous aide à surmonter les moments les plus difficiles. Quand tu as une raison de vivre, tu peux supporter presque tout. Ce but peut être de redécouvrir des passions, de travailler sur tes objectifs personnels ou simplement d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Tout cela n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où les souvenirs reviendront avec intensité. Mais souviens-toi des paroles de Rolando. Le progrès ne se mesure pas par combien de pas tu fais sans tomber, mais par combien de fois tu te relèves avec détermination. C'est là que réside la véritable force. Dans les prochaines minutes, nous continuerons à explorer des outils pratiques et psychologiques qui t'aideront à transformer ce défi en une opportunité de grandir. Continue, car chaque pas que tu fais vers l'amour propre est un pas de plus loin de la douleur. Lâcher prise d'une personne qui ne le mérite pas est un acte de libération qui commence dans notre esprit, et pour y parvenir, nous devons comprendre les raisons profondes de notre attachement. Continuons à explorer comment des outils pratiques et les conseils d'experts peuvent nous aider dans ce processus. Commençons par revenir à la base de l'attachement. Selon la théorie de John Bowlby, nos premières expériences de lien avec des figures d'attachement façonnent la manière dont nous nous relions aux autres à l'âge adulte. Si, pendant notre enfance, nous avons expérimenté de l'insécurité, de l'abandon ou de l'invalidation, il est plus probable que nous développions un attachement anxieux dans nos relations adultes. Ce type d'attachement nous pousse à idéaliser des personnes qui ne nous apprécient pas et à nous accrocher même lorsque nous savons qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Rolando, dans ses sessions d'amour-propre, explique cela de cette manière. Si tu choisis constamment des personnes qui ne te valorisent pas, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que tu reproduis un modèle émotionnel appris. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce cycle si tu choisis consciemment de commencer à te traiter avec le respect et l'amour que tu mérites. Ici, Rolando souligne l'importance de prendre la responsabilité de notre part dans ce cycle. Un pas important est d'identifier les croyances limitantes qui perpétuent cet attachement. Par exemple,
Si tu crois que tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux ou que tu ne mérites pas l'amour, il est probable que tu t'accroches à ce que tu crois avoir. Comme l'explique Carl Rogers, l'un des fondateurs de la thérapie humaniste, le chemin vers la liberté émotionnelle commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Cela signifie reconnaître ses erreurs et ses faiblesses, mais aussi célébrer ses forces et ses qualités. Rolando ajoute que le premier acte d'amour-propre est d'accepter ton histoire, avec tout ce qu'elle inclut, sans honte ni culpabilité. Quand tu fais la paix avec ton passé, tu cesses de chercher une validation auprès des autres, validation que tu peux te donner toi-même. C'est pour cette raison qu'un des outils les plus puissants dans ce processus est le pardon. Pas nécessairement envers l'autre personne, mais envers toi-même pour les décisions que tu as prises, depuis la douleur ou l'ignorance. Un aspect fondamental pour lâcher prise, comprendre comment fonctionnent les connexions neuronales. Selon les neurosciences, chaque fois que nous pensons à quelqu'un, nous renforçons les réseaux neuronaux associés à cette personne. C'est pourquoi, plus tu essaies de ne pas penser à cette personne, plus sa présence dans ton esprit devient forte. Au lieu de cela, Rolando suggère, il ne s'agit pas d'éviter de penser à quelqu'un, mais de rediriger ton attention vers ce qui te fait du bien. Remplis ton esprit d'activités et de pensées qui te nourrissent et t'inspirent. Une pratique utile pour cela est le journal de gratitude. Écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cet exercice ne change pas seulement ton point de vue, il entraîne aussi ton cerveau à chercher le positif au lieu de s'obséder sur le négatif. Comme le souligne Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, la gratitude transforme ce que tu as en suffisant et crée de l'espace pour que d'autres bénédictions arrivent dans ta vie. Rolando complète cette idée avec un outil appelé recadrage positif. Il dit que chaque expérience, même les douloureuses, contient un apprentissage caché. Lorsque tu recadres la douleur comme une opportunité de croissance, tu la transformes en allié plutôt qu'en ennemi. Par exemple, au lieu de penser « j'ai perdu quelqu'un d'important », tu peux penser « j'ai appris ce que je mérite réellement dans une relation ». Il est aussi crucial de couper les sources de rétroaction négative. Cela signifie arrêter de vérifier les réseaux sociaux de cette personne, éviter les endroits où tu sais qu'elle pourrait être et éliminer tout objet physique qui te ferait constamment te souvenir d'elle. Comme le dit Rolando, tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a fait souffrir. Tu dois créer un nouvel espace où tu peux te reconstruire à partir de zéro. Un autre concept important vient du Dr Frankl, qui dans son œuvre « L'homme en quête de sens » souligne que la clé pour surmonter la souffrance est de trouver un but supérieur. Frankl dit « Quand tu as un pourquoi, tu peux supporter n'importe quel comment ». Appliqué à ce contexte, cela signifie que tu dois trouver une raison plus grande pour arrêter de penser à cette personne, que ce soit atteindre un objectif personnel, améliorer ton bien-être ou simplement te prouver que tu es capable de surmonter ce défi. Rolando suggère d'utiliser la méthode du mantra conscient pour renforcer ton objectif. Par exemple, répète mentalement « Je suis suffisant, je mérite la paix et je construis mon bonheur de l'intérieur ». Ce type d'affirmation apaise non seulement ton esprit, mais il entraîne aussi ton subconscient à accepter cette nouvelle réalité. Enfin, il est fondamental de t'entourer d'un système de soutien sain. Cherche des amis, de la famille, ou même un thérapeute qui puisse t'aider à traiter tes émotions et te donner une perspective extérieure. Comme le dit Rolando, l'amour-propre ne signifie pas tout faire seul, cela signifie savoir quand demander de l'aide et l'accepter. Ce processus peut sembler accablant, mais souviens-toi des mots de Rolando. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. L'important n'est pas d'avancer rapidement, mais d'avancer avec intention. À mesure que tu pratiqueras ces outils, tu remarqueras que le poids émotionnel diminue et que chaque jour, tu te sentiras plus libre et plus en paix avec toi-même. Dans la prochaine réponse, nous explorerons l'histoire d'une personne qui a appliqué ces outils dans sa vie, montrant comment ces étapes peuvent transformer même les expériences les plus douloureuses en opportunités de renouveau. Elena a toujours été une personne qui donnait tout dans ses relations. Dès son jeune âge, elle croyait que l'amour consistait à se sacrifier pour l'autre, à supporter, à attendre que les choses changent un jour. C'est ainsi qu'à 28 ans, elle se retrouva piégée dans une relation avec quelqu'un qui ne valorisait ni son temps, ni son affection, ni ses efforts. Malgré les reproches, les promesses brisées et les déceptions constantes,
Elena était toujours là, s'accrochant à l'idée que l'amour pouvait tout. Les choses commencèrent à s'effondrer plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Son partenaire devint distant, froid, et finit par mettre fin à la relation sans explication. Pour Elena, cela fut un coup dévastateur. La rupture ne signifiait pas seulement la fin d'une relation, mais aussi le début d'un tourbillon de pensées obsessionnelles et d'autocritique. Elle ne cessait de se demander « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi n'ai-je pas été suffisante ?» Chaque soir, Elena repassait encore et encore les conversations qu'elle avait eues avec son ex, tentant de trouver des indices, des réponses, quelque chose qui expliquerait pourquoi les choses s'étaient si mal passées. Les chansons à la radio lui rappelèrent les moments heureux, tandis que les rues de la ville étaient remplies de recoins. Cela évoquait des souvenirs partagés. Son esprit semblait être pris dans un cycle dont elle ne pouvait s'échapper. Un jour, alors qu'elle cherchait sur Internet comment arrêter de penser à son ex, elle tomba sur une vidéo de Rolando. Les paroles de Rolando résonnèrent profondément en elle. Le véritable problème n'est pas la personne qui t'a quitté, mais la relation que tu entretiens avec toi-même. Si tu n'apprends pas à être ton meilleur ami, tu chercheras toujours à l'extérieur ce que tu as besoin de trouver à l'intérieur. Pour la première fois, Elena sentit qu'elle avait trouvé un chemin. Elle décida de s'inscrire au cours de Rolando, bien qu'avec un certain scepticisme au début. Dans le premier module, Rolando leur demanda d'écrire un document personnel où ils définissent qui ils étaient et ce qu'ils valorisaient. Bien que la tâche lui parût difficile, Elena s'engagea à l'essayer. Au début, ses mots étaient hésitants. « Je suis Elena. Je suis quelqu'un qui veut se sentir aimé. » Mais peu à peu, ces phrases commencèrent à se remplir de force. « Je suis suffisante. Je suis une personne avec beaucoup à offrir. Je mérite l'amour. Mais d'abord le mien. » Écrire ces mots ne fut pas seulement cathartique, mais cela lui donna un point de départ pour se reconstruire. Le troisième jour du cours, Rolando leur demanda de réfléchir à une question. « Si tu t'aimais profondément, permettrais-tu que cette personne occupe encore autant d'espace dans ton esprit ?» Cette question fut un choc pour Elena. Elle se rend compte qu'elle avait vécu sa relation comme si s'accrocher aux souvenirs pouvait changer le passé. Elle décida qu'il était temps de prendre des mesures concrètes. Elena commença par éliminer son ex de tous ses réseaux sociaux. Elle rangea aussi dans une boîte les photos, lettres et tout objet qui lui rappelait cette relation. Ce ne fut pas un processus facile. Chaque objet qu'elle touchait semblait ramener une avalanche d'émotions. Mais, comme disait Rolando dans le cours, tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a blessé, tu dois créer un nouvel espace pour te reconstruire. Dans les jours suivants, elle commença à utiliser un outil appris dans le cours, le mantra conscient. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle répétait « Je suis suffisante, je mérite la paix, je construis mon bonheur de l'intérieur. » Au début, les mots semblaient vides, mais avec le temps, ils commencèrent à prendre du sens et de la force. Elena décida également d'écrire dans un journal de gratitude. Chaque soir, elle notait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Un message d'une amie, l'odeur du café le matin, la sensation du soleil sur sa peau. Cet exercice ne l'aida pas seulement à se concentrer sur le positif, mais il commença aussi à entraîner son esprit à chercher la beauté dans les petites choses de la vie. Un jour, en lisant le module suivant du cours, Rolando leur parla du recadrage positif. Il disait « Au lieu de voir cette rupture comme une perte, regarde-la comme une leçon. Demande-toi, qu'ai-je appris sur moi-même et sur ce que je veux dans une relation ?» Inspirée par ces paroles, Elena commença à écrire dans son journal les choses qu'elle avait découvertes sur elle-même. Elle apprit qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait, qu'elle avait le courage de recommencer et qu'elle méritait une relation où elle serait valorisée. En parallèle, elle commença à explorer de nouvelles activités. Elle s'inscrivit à des cours de yoga, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait reporté pendant des années. À chaque cours, en respirant profondément et en se connectant avec son corps, elle sentait peu à peu qu'elle libérait les tensions accumulées en elle. Chaque mouvement était un rappel qu'elle était vivante, qu'elle avait la capacité de guérir. Lors d'une promenade dans le parc, Elena rencontra Clara, une femme plus âgée qui peignait un paysage. Curieuse, elle s'arrêta pour l'observer.
Clara lui parla de la façon dont l'art était sa manière de guérir les blessures du passé. « Le cœur est comme une toile, ma fille, » lui dit Clara. « Si tu le remplis de souvenirs douloureux, tu ne laisses pas de place pour les nouvelles œuvres d'art que la vie veut peindre. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit d'Elena. Cette même nuit, elle décida qu'il était temps de commencer à remplir sa toile de nouvelles couleurs. Elle s'assit devant son ordinateur. Elle commença à écrire une liste de buts. Voyager dans un endroit nouveau, apprendre à jouer d'un instrument, consacrer plus de temps à ses amis. Chaque objectif représentait un coup de pinceau d'espoir et de renouveau. Le processus ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où les souvenirs revenèrent avec force, des jours où elle sentait qu'elle n'avait pas avancé. Mais dans ces moments-là, elle se souvenait des paroles de Rolando. « Le progrès ne se mesure pas par la perfection, mais par ta disposition à te relever une fois après l'autre. » Et ainsi elle le fit, une fois après l'autre. Peu à peu, Elena commença à noter des changements. Son esprit n'était plus dominé par des pensées obsessionnelles. Les souvenirs étaient toujours là, mais ils n'avaient plus le même pouvoir sur elle. Elle avait appris à les accueillir avec compassion, comme s'ils faisaient partie d'un chapitre passé qui ne définissait plus son présent. À la fin de cette première étape, Elena sentit qu'elle avait fait un pas important vers sa libération. Mais il restait encore du chemin à parcourir. Dans cette quête de renouveau et d'amour-propre, elle découvrit que son histoire venait à peine de commencer. Dans la deuxième partie, nous explorerons comment Elena poussa sa transformation encore plus loin, s'inspirant de l'amour-propre et de la résilience pour construire une vie pleine de sens et de plénitude. Elena commença à remarquer qu'il y avait quelque chose en elle qui avait changé. La relation qui la définissait autrefois, la douleur qui la retenait prisonnière, n'avait plus le même contrôle sur sa vie. Mais elle savait qu'il y avait encore du travail à faire. Lâcher prise, ce n'est pas seulement cesser de penser à quelqu'un, c'est remplir cet espace avec quelque chose de plus grand, avec une connexion profonde avec soi-même. Une nuit, en révisant les notes du cours de Rolando, elle trouva une phrase surlignée qui lui apporta de la clarté. « Quand tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu as perdu, tu découvres tout ce que tu peux gagner. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle avait passé tellement de temps à regarder le passé qu'elle avait presque oublié que son avenir était plein de possibilités. Alors, elle décida qu'il était temps de se réinventer. Elena se mit à s'adonner à des activités qui la remplissaient d'énergie. Elle s'inscrivit à des cours de peinture, inspirée par sa rencontre avec Clara dans le parc. Chaque coup de pinceau était une manière d'exprimer des émotions que les mots ne pouvaient capturer. Bien qu'au début, elle pensait que ses œuvres étaient maladroites et sans sens, avec le temps, elle commença à trouver dans l'art une nouvelle manière de se connaître elle-même. Elle se donna aussi pour objectif de reconstruire les relations avec les personnes qui la valorisaient vraiment. Elle se reconnecta avec des amis qu'elle avait négligés pendant sa relation, et elle découvrit combien ils lui avaient manqué. Une nuit, alors qu'elle dînait avec eux, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Son cercle de soutien avait toujours été là, mais elle avait été trop occupée à essayer de sauver une relation qui ne faisait qu'épuiser son énergie. Pendant ce temps, Rolando lui avait présenté un nouvel outil dans le cours, l'encre émotionnelle. Il lui demanda de choisir un objet ou une activité qui pourrait lui rappeler sa force dans les moments de faiblesse. Elena choisit un bracelet simple mais significatif qu'elle avait acheté lors d'un voyage avant de rencontrer son ex. Chaque fois qu'elle sentait que les souvenirs l'envahissaient, elle touchait le bracelet et se répétait « Cela aussi passera, je suis en train de construire quelque chose de meilleur. » Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle se souvint d'une autre leçon du cours. L'amour propre, ce n'est pas oublier qui tu étais, mais célébrer qui tu es en train de devenir. À ce moment-là, elle décida qu'elle ne fuirait plus. Au lieu de cela, elle les voyait comme une partie de son histoire, mais non comme quelque chose qui définirait son présent. Le sable sous ses pieds et le bruit des vagues lui rappelaient que la vie continuait de s'écouler, toujours vers l'avant. Inspirée par cette idée, elle décida de se lancer dans un petit projet qu'elle avait toujours repoussé, écrire un blog. Son premier article s'intitulait « Comment j'ai appris à lâcher ce qui ne me faisait pas de bien ». Elle partagea son expérience, de la douleur initiale aux outils qu'elle avait appris, comme le document personnel et le mantra conscient.
La réponse fut écrasante. Des personnes du monde entier lui écrivirent pour la remercier d'avoir partagé son histoire et pour l'avoir inspirée à commencer leur propre processus de guérison. Le blog d'Elena devint un espace communautaire. Chaque commentaire qu'elle recevait était un rappel que sa douleur avait servi à quelque chose de plus grand. Un jour, alors qu'elle lisait un message d'une femme qui traversait une situation similaire, elle ressentit une profonde gratitude pour le chemin parcouru. Elle était passée d'une personne piégée dans ses pensées à quelqu'un qui aidait les autres à se libérer. Cependant, la véritable épreuve arriva lorsqu'elle rencontra son ex par hasard dans un café. Plutôt que de ressentir de l'anxiété ou de la douleur, Elena remarqua qu'elle le regardait avec compassion. Elle ne le voyait plus comme le centre de son monde, mais comme une leçon qui l'avait rendue plus forte. Lorsqu'il s'approcha pour lui parler, elle lui sourit simplement et, poliment, continua son chemin. À ce moment-là, elle comprit qu'elle avait complètement lâché prise. Peu après, Rolando lança un nouveau module dans son cours axé sur la construction d'objectifs à long terme. Elena décida qu'il était temps d'élargir son blog et d'en faire un espace plus vaste. Elle commença à proposer des ateliers d'écriture émotionnelle, aidant les autres à traiter leurs propres histoires. Chaque atelier était une célébration du pouvoir transformateur de l'amour de soi. Lors de l'un de ces ateliers, elle rencontra Andrés, un homme venu chercher à guérir de sa propre rupture. Ce ne fut pas un coup de foudre instantané, mais peu à peu, à travers des conversations et des moments partagés, ils commencèrent à se connaître. Andrés ne valorisait pas seulement Elena pour ce qu'elle était, mais il la soutenait aussi dans ses objectifs et célébrait son indépendance. Pour la première fois, Elena expérimenta ce que c'était que d'être dans une relation fondée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Elena comprit que son histoire n'était pas seulement celle de lâcher quelqu'un qui n'en valait pas la peine, mais de se retrouver elle-même. La douleur avait été le catalyseur qui l'avait menée à construire une vie plus authentique et significative. Bien qu'elle ait encore des jours difficiles, elle savait qu'elle pourrait toujours revenir aux outils qu'elle avait appris pour continuer d'avancer. Avec le temps, son blog grandit pour devenir une plateforme internationale où des milliers de personnes partageaient leurs histoires de résilience et d'amour de soi. Elena n'a jamais cessé de remercier Rolando pour les leçons qui avaient transformé sa vie. Dans l'une de ses publications, elle écrivit « Le plus beau cadeau que je me sois fait fut d'apprendre à m'aimer suffisamment pour lâcher ce qui n'était pas pour moi. Aujourd'hui, chaque décision que je prends est un acte d'amour envers moi-même. » Elena avait prouvé que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir et qu'à partir de la douleur, quelque chose de beau pouvait émerger. Son histoire n'a pas seulement inspiré les autres, mais lui a rappelé à elle-même qu'au final, l'amour le plus important est celui que l'on construit avec soi-même. L'histoire d'Elena est un reflet profond et réaliste du processus de lâcher quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Dans cette première partie de l'analyse, nous explorerons les aspects émotionnels et psychologiques qui ont conduit Elena à rester piégée dans une relation nuisible, ainsi que les premières étapes qu'elle a prises pour se libérer. Un de ces aspects est la nature de l'attachement émotionnel. Elena représente de nombreuses personnes qui confondent l'amour avec le sacrifice. Cette erreur, bien qu'elle ait des racines psychologiques profondes, est liée à la théorie de l'attachement de John Bowlby. Nos premières expériences avec des figures de soins déterminent comment nous formons des liens à l'âge adulte. Si, dans l'enfance, nous avons vécu l'insécurité ou l'abandon, il est plus probable que nous développions un attachement anxieux, ce qui nous pousse à chercher constamment la validation extérieure, même de personnes qui ne nous valorisent pas. Elena montre ce schéma en s'accrochant à une relation où sa valeur n'était pas reconnue. Ce type de comportement, bien que douloureux, est commun car il est motivé par un besoin inconscient de réparer des blessures passées. Cependant, comme le montrent les premiers pas de sa transformation, reconnaître ces schémas est le premier pas pour les briser. L'impact du rejet, la rupture avec son partenaire, a déclenché chez Elena une tempête de pensées obsessionnelles et d'auto-représentation. L'estime de soi dans une relation, le rejet, active nos insécurités les plus profondes, nous poussant à nous demander « Qu'ai-je mal fait ? Pourquoi n'ai-je pas été assez bien ?» Ici, les neurosciences offrent une explication clé. Selon des recherches, les zones du cerveau activées lors d'une rupture amoureuse sont les mêmes que celles activées lors de la douleur physique.
Cela explique pourquoi la douleur émotionnelle d'une rupture peut être aussi accablante. L'esprit d'Elena était pris dans un cycle où revivre les souvenirs négatifs renforçait sa souffrance. Le premier pas vers la libération, la responsabilité personnelle. Elena a commencé son processus de guérison lorsqu'elle a décidé de prendre la responsabilité de son bien-être émotionnel. Ce point est crucial, car de nombreuses personnes adoptent le rôle de victime après une rupture, en blâmant l'autre personne pour sa douleur. Cependant, comme l'explique Rolando dans son cours, le véritable pouvoir commence lorsque tu reconnais que tu es le seul responsable de la manière dont tu choisis d'affronter la douleur. Elena a pris ce conseil au sérieux. Au lieu de continuer à attendre des réponses ou des excuses de son ex, elle a décidé de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa relation avec elle-même. Ce changement de perspective a été fondamental pour entamer sa transformation. L'importance du document personnel. L'exercice d'écrire un document personnel a été un tournant pour Elena. Ce document lui a permis de définir qui elle était en dehors de la relation. Au début, ses mots étaient timides et hésitants, reflet de sa faible estime de soi. Mais avec le temps, elle a commencé à les remplir d'affirmations puissantes, telles que « je suis suffisante » et « je mérite l'amour ». L'écriture a un pouvoir thérapeutique bien documenté, selon James P. Becker, psychologue et auteur. Exprimer nos émotions par l'écriture nous aide à les traiter et à trouver du sens dans nos expériences. Pour Elena, cet exercice a été plus qu'un acte de réflexion. C'était un outil pour reconstruire son identité. La libération de l'environnement toxique. L'une des décisions les plus difficiles mais nécessaires qu'Elena a prise a été de couper tous les liens avec son ex. Cela a inclus de le supprimer de ses réseaux sociaux et de ranger les objets physiques qui lui rappelaient la relation. Ce pas est essentiel car, comme le dit-on, on ne peut pas guérir dans le même environnement qui nous a blessés. Cet acte a non seulement permis à Elena de créer de l'espace physique et émotionnel pour sa guérison, mais il a aussi envoyé un message clair à son subconscient. Elle était prête à avancer. Le processus a été douloureux, mais nécessaire pour briser le cycle de l'attachement. La répétition du mantra conscient. Le mantra conscient qu'Elena a appris dans le cours a été un autre outil clé. En répétant des phrases comme « je suis suffisante » et « capable », Elena calmait non seulement son esprit, mais elle reprogrammait aussi ses pensées. La répétition d'affirmations positives a un impact prouvé sur le cerveau. Selon la neuroplasticité, notre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales par la répétition constante d'idées. Pour Elena, cet exercice a été un acte d'auto-affirmation. Bien qu'au début les mots semblèrent vides, avec le temps, ils ont commencé à résonner en elle, se transformant en une vérité qui a guidé ses actions. La pratique de la gratitude. Elena a également mis en place l'habitude du journal de gratitude, écrivant chaque soir 3 choses pour lesquelles elle se sentait reconnaissante. Cet exercice, recommandé dans le cours de Rolando, a un impact direct sur le bien-être émotionnel. Selon les études de Martin Seligman, père de la psychologie positive, la gratitude améliore non seulement notre humeur, mais elle nous aide aussi à trouver du sens dans nos expériences. À travers cet exercice, Elena a commencé à rediriger son attention vers les choses positives de sa vie, s'éloignant des pensées obsessionnelles sur son ex. Chaque note dans son journal était un rappel qu'il y avait des raisons de se sentir reconnaissante, même au milieu de la douleur. Le processus non linéaire de la guérison. Il est important de souligner que les progrès d'Elena n'ont pas été linéaires. Il y a eu des jours où les souvenirs revenaient fortement, des jours où elle avait l'impression de ne pas avoir avancé. Mais, comme le souligne Rolando, le progrès ne se mesure pas par la perfection, mais par ta disposition à te relever encore et encore. Cette leçon a été clé pour Elena. Au lieu de se juger pour ses reculs, elle a commencé à les voir comme une partie naturelle du processus de guérison. Ce changement d'attitude a non seulement réduit son anxiété, mais lui a aussi permis de continuer à avancer avec plus de compassion envers elle-même, la décision de remplir sa vie de nouvelles expériences. Finalement, Elena prit la décision courageuse de s'inscrire à des activités qu'elle avait toujours voulu essayer, comme des cours de yoga et de peinture. Ces expériences ne lui ont pas seulement fourni une distraction positive, mais elles l'ont également aidé à découvrir de nouvelles façons de s'exprimer et de se connecter avec elle-même.
La décision d'explorer de nouvelles activités reflète un principe fondamental de la psychologie positive. L'engagement dans des expériences significatives est l'une des clés pour atteindre le bien-être émotionnel. Pour Elena, ces activités ont été un rappel constant que sa vie avait de la valeur et un but, indépendamment de sa relation passée. Dans la prochaine partie de l'analyse, nous approfondirons comment les outils appris par Elena et ses nouvelles connexions ont affecté sa perception de l'amour propre et sa capacité à construire une vie authentique et épanouie. Maintenant que nous avons exploré le début de l'histoire d'Elena et comment elle a réussi à faire ses premiers pas pour lâcher quelqu'un qui ne le méritait pas, je veux t'inviter à réfléchir profondément sur la façon dont ces leçons peuvent s'appliquer à ta propre vie. Faisons-le à travers la méthode socratique, en posant des questions qui t'aideront à remettre en question tes propres schémas et comportements. Premier. Qu'est-ce qui te maintient réellement attaché? Quand tu penses à cette personne dont tu n'arrives pas à te détacher, est-ce sa présence réelle ou l'idée de ce qu'elle représentait pour toi qui te maintient ancré? Comme nous l'avons vu dans l'histoire d'Elena, ce n'est souvent pas la personne en elle-même, mais ce que nous croyons qu'elle symbolisait: stabilité, amour, validation. Mais, et si cette validation, tu pouvais la construire à l'intérieur de toi? Quelle partie de toi dois-tu renforcer pour arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur? 2. Qu'est-ce que tu gagnerais en lâchant cette personne? Elena a découvert qu'en laissant partir, elle a ouvert de l'espace pour de nouvelles expériences, des relations et une connexion plus profonde avec elle-même. Demande-toi, qu'est-ce que tu pourrais gagner si tu choisis de lâcher cet attachement? Quelles nouvelles opportunités perds-tu en restant accroché au passé? Il est possible qu'en tenant quelque chose qui ne te sert plus, tu bloques ce dont tu as vraiment besoin. 3. Quel rôle joue ton environnement dans ton processus de guérison? Rolando a mentionné une vérité puissante. Tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a blessé. Pense à cela. Ton environnement actuel t'aide-t-il à avancer ou te maintient-il lié à la douleur? Quel changement pourrais-tu apporter, que ce soit en éliminant des rappels physiques, en t'éloignant de certains lieux ou même en limitant les interactions sur les réseaux sociaux pour favoriser ton processus de guérison? 4. Comment te parles-tu à toi-même chaque jour? Elena a commencé à transformer sa mentalité à travers le mantra conscient. Maintenant, je te demande, quelles sont les paroles que tu te dis chaque jour? Si tu étais ton meilleur ami, comment te parlerais-tu? Ces mots t'aident-ils à te construire ou, au contraire, te détruisent-ils? Quelle affirmation pourrais-tu commencer à répéter aujourd'hui pour renforcer ta valeur et ton amour-propre? 5. Qu'est-ce que tu peux remercier aujourd'hui? Même au milieu de la douleur, Elena a découvert le pouvoir du journal de gratitude en apprenant à se concentrer sur le positif, même lors des jours difficiles. Maintenant, c'est ton tour. Quelle petite chose peux-tu remercier aujourd'hui? Une conversation avec un ami? Un moment de paix en écoutant ta chanson préférée? Que se passerait-il si chaque soir tu t'arrêtais un moment pour reconnaître 3 choses bonnes dans ta vie? 6. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la responsabilité de ton bien-être? Elena a franchi un grand pas quand elle a compris que son bonheur ne dépendait plus de son ex, mais de sa propre capacité à guérir. Demande-toi, attends-tu que quelqu'un d'autre règle ta douleur? Que peux-tu faire aujourd'hui, même petit, pour commencer à construire ton bien-être intérieur? 7. Jusqu'où es-tu prêt à lâcher pour gagner? C'est peut-être la question la plus importante. Comme l'a dit Elena, lâcher ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour quelque chose de mieux. Es-tu prêt à lâcher le passé, non parce que c'est facile, mais parce que tu mérites quelque chose de plus grand? Quel engagement peux-tu prendre envers toi-même pour commencer ce processus aujourd'hui? La deuxième partie de l'histoire d'Elena nous montre sa transition vers l'acceptation et la croissance personnelle. Ici, nous explorerons comment les outils appris dans le processus de transformation l'ont non seulement aidé à lâcher, mais aussi à construire une vie épanouie et pleine de sens. Cette analyse est approfondie dans les concepts de résilience, d'amour propre et de l'impact des connexions humaines. 1. L'acceptation comme point de départ. Elena a appris qu'accepter la réalité ne signifie pas se rendre, mais reconnaître ce qui ne peut être changé. Selon Carl Rogers, le paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer.
Elena a cessé de lutter contre les souvenirs et a choisi de les intégrer comme partie de son histoire. Ce pas n'a pas seulement été libérateur, mais il lui a permis de se concentrer sur ce qu'elle pouvait construire à partir de là. Deuxième, l'intégration des souvenirs. Accepter n'est pas la même chose qu'ignorer. En reconnaissant ses émotions et validant sa douleur, Elena a pu diminuer l'emprise que les souvenirs de sa relation avaient sur elle. Cela est cohérent avec la théorie du traitement émotionnel qui soutient que confronter nos émotions directement aide à réorganiser notre mémoire et à diminuer l'impact négatif des événements traumatiques. Troisième, le pouvoir de redéfinir la narration. Elena a changé la façon dont elle voyait sa relation passée. Au lieu de la considérer comme un échec, elle l'a reformulée. Rolando dit « Chaque expérience difficile a le potentiel d'être la graine d'un nouveau chapitre, mais cela dépend de toi de l'arroser avec amour et patience. » Cette perspective a transformé sa douleur en une opportunité d'apprentissage, lui donnant un but à son expérience. Quatrième, la reconnexion avec son identité à travers le document personnel. Elena redevient qui elle était et ce qu'elle valorise. Cet exercice lui a permis de se reconnecter avec des aspects de son identité qu'elle avait négligés pendant la relation. Selon la théorie de l'identité narrative, nos histoires personnelles sont essentielles pour notre estime de soi et notre bien-être. En réécrivant sa narration, Elena a récupéré le contrôle de sa vie. Cinquième, l'art comme outil de guérison. Elena a trouvé dans la peinture une manière d'exprimer des émotions qu'elle ne pouvait pas verbaliser. L'art a un impact thérapeutique prouvé. Selon des études en art-thérapie, des activités créatives comme la peinture ou l'écriture peuvent réduire les niveaux de stress, améliorer l'humeur et favoriser l'autoconnaissance. Pour Elena, chaque coup de pinceau était un acte de compassion et de libération personnelle. 6. L'importance d'un environnement positif. La rencontre d'Elena avec Clara dans le parc n'était pas un hasard. Clara représentait le soutien émotionnel dont Elena avait besoin à ce moment-là. Cela souligne l'importance de s'entourer de personnes qui nous inspirent et nous rappellent nos forces. Comme le dit Rolando, ton environnement est un miroir de la façon dont tu te valorises toi-même. Entoure-toi de personnes et d'activités qui reflètent ta meilleure version. 7. La construction d'une nouvelle routine. Elena a intégré de nouvelles activités dans son quotidien, comme le yoga et le journal de gratitude. Ces pratiques non seulement la maintenaient occupée, mais elles lui ont aussi donné des outils pour cultiver son bien-être émotionnel. Selon la psychologie positive, établir des routines qui favorisent l'auto-soin et la gratitude peut augmenter significativement la résilience émotionnelle. 8. Le pouvoir des rituels. Elena a adopté l'utilisation d'un ancrage émotionnel, un bracelet qui lui rappelait ses progrès. Ce rituel l'a aidé à rester centré dans les moments de faiblesse. Les rituels symboliques ont un impact profond sur notre esprit car ils agissent comme des rappels tangibles de nos objectifs et de nos valeurs. 9e. L'importance du progrès non linéaire. Le processus d'Elena n'a pas été exempt de rechutes, mais elle a appris à les voir comme une partie naturelle de son évolution. Comme le dit Rolando, le progrès n'est pas linéaire, mais chaque étape que tu franchis, même si elle est petite, te mène plus loin de là où tu as commencé. Cette perspective lui a permis d'avancer avec patience et compassion envers elle-même. 10e. L'exploration de nouvelles passions. Elena a découvert que l'exploration de nouvelles activités ne l'aidait pas seulement à se distraire, mais lui donnait aussi l'opportunité de mieux se connaître. S'inscrire à des cours de peinture et de yoga n'a pas seulement rempli son temps, mais a aussi renforcé sa connexion avec sa créativité et son corps, renforçant ainsi sa relation avec elle-même. 11. La valeur des petites victoires. Chaque réussite qu'Elena a vécue, depuis terminer une peinture jusqu'à recevoir un commentaire positif sur son blog, était un rappel de ses progrès. Reconnaître ces petites victoires est essentiel pour maintenir la motivation et construire la confiance en soi. 12e. La connexion avec une communauté. Le blog d'Elena est devenu un espace où elle partageait son histoire et aidait les autres. Cette communauté lui a donné un sens de but et de connexion. Selon la théorie de l'autodétermination, le sentiment d'appartenance est un besoin psychologique fondamental pour le bien-être. L'empathie envers le passé.
Lorsqu'Elena a rencontré son ex au café, sa réaction a montré combien elle avait évolué. Plutôt que de se sentir vulnérable, elle a ressenti de la compassion. Cela reflète un niveau avancé de guérison, où le pardon n'est pas nécessairement pour l'autre, mais pour se libérer soi-même du ressentiment. La transformation de la douleur en but. Elena a transformé sa douleur en source d'inspiration. Ce changement reflète un concept clé en psychologie positive, la croissance post-traumatique. Selon cette approche, les expériences difficiles peuvent nous conduire à développer une plus grande résilience, de l'empathie et un sens du but. Le pouvoir des objectifs à long terme. À travers le dernier module du cours, Elena a appris à établir des objectifs qui reflétaient ses valeurs et ses aspirations. Cela lui a permis de garder son attention sur l'avenir, au lieu de rester piégée dans le passé. Les objectifs à long terme sont essentiels pour cultiver un sens de direction et de motivation, l'ouverture à de nouvelles relations. Elena a rencontré Andrés, un homme qui valorise son indépendance et la soutient dans son développement personnel. Cette relation a reflété un changement dans les critères d'Elena, qui avait appris à privilégier les relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur des dynamiques déséquilibrées. L'intégration d'outils pratiques, tout au long de son processus, Elena a utilisé des outils pratiques appris dans le cours de Rolando, tels que le mantra conscient, le document personnel et l'ancrage émotionnel. Ces outils ne lui ont pas seulement fourni de la structure, mais l'ont également aidé à rester engagée dans sa transformation. L'importance d'un but plus grand, le blog d'Elena a grandi pour devenir une plateforme internationale. Cette réussite n'a pas seulement été un témoignage de son dévouement, mais aussi une preuve de la manière de transformer la douleur en quelque chose de significatif. Avoir un but plus grand a été une source constante de motivation et de satisfaction pour elle. L'évolution de l'amour-propre. L'amour-propre d'Elena a évolué d'un besoin fondamental d'acceptation à un état d'appréciation profond pour ce qu'elle était. Comme le dit Rolando, l'amour-propre n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne de se reconnaître comme suffisant, précieux et digne de tout ce qui est bon. Réflexion finale sur cette partie. Elena n'a pas seulement laissé partir une personne qui ne méritait pas son amour, mais elle a aussi construit une vie pleine de buts, de connexion et d'amour-propre. Son processus montre que le chemin vers la guérison n'est ni facile ni linéaire, mais avec les bons outils et la volonté d'apprendre, il est possible de transformer la douleur en une force motrice pour la croissance. Dans la prochaine partie de l'analyse, nous explorerons comment l'histoire d'Elena peut inspirer d'autres à prendre des mesures concrètes dans leur propre processus de guérison et comment les leçons apprises s'appliquent à différents contextes de la vie. Dans cette dernière partie de l'analyse, nous aborderons comment l'histoire d'Elena ne reflète pas seulement un processus de transformation personnelle, mais contient également des leçons universelles applicables à toute situation où il est nécessaire de lâcher prise. Nous explorerons comment les concepts de résilience, d'autocompassion et de redécouverte se traduisent par des actions concrètes que n'importe qui peut appliquer dans sa vie. Première résilience, l'art de se relever. La résilience d'Elena ne consistait pas à éviter la douleur, mais à l'affronter et à en apprendre. Selon la psychologie positive, la résilience est la capacité de s'adapter et de prospérer face à l'adversité. Elena a démontré cette capacité en transformant une expérience douloureuse en une opportunité de grandir. Demandez-vous, comment pouvez-vous appliquer cette mentalité dans vos propres défis? Deuxième, l'impact de l'autocompassion. Elena a appris à se traiter avec bienveillance, même dans ses moments les plus difficiles. Selon Chen, experte en autocompassion, se traiter avec la même empathie que l'on offrirait à un ami proche est essentiel pour le bien-être émotionnel. Elena a cessé de se juger pour ses rechutes et a commencé à les voir comme des opportunités pour continuer à avancer. Troisième, l'importance d'un but plus grand. Le but d'Elena a évolué de la guérison de sa douleur à l'inspiration des autres. Ce changement a donné un sens plus large à son expérience. Selon Viktor Frankl, auteur de L'homme en quête de sens, trouver un but plus grand peut nous aider à surmonter même les moments les plus difficiles. Elena a trouvé ce but dans son blog et dans les connexions qu'elle a établies à travers celui-ci. L'influence de l'environnement positif. L'environnement d'Elena a joué un rôle crucial dans sa récupération, de son amie Clara à la communauté qu'elle a formée grâce à son blog. Ces relations lui ont apporté le soutien émotionnel nécessaire pour avancer.
Cela souligne l'importance de s'entourer de personnes qui reflètent nos meilleures qualités et nous poussent à grandir. La transformation de la douleur en créativité. La peinture n'a pas seulement été une activité pour se distraire, mais aussi une manière d'exprimer des émotions complexes. Ce geste créatif a aidé Elena à traiter sa douleur et à redécouvrir des aspects d'elle-même qu'elle avait oubliés. Cela démontre que les activités créatives peuvent être des outils puissants pour la guérison émotionnelle. La pratique de l'auto-soin. Elena a adopté une routine d'auto-soin qui comprenait des activités physiques comme le yoga et des pratiques émotionnelles comme le journal de gratitude. Ces actions lui ont permis de reconstruire sa relation avec elle-même et de retrouver la confiance. Selon des études, l'auto-soin régulier améliore l'humeur, réduit l'anxiété et augmente l'estime de soi. La connexion entre l'esprit et le corps. Elena a découvert que des activités comme le yoga ne renforçaient pas seulement son corps, mais calmaient aussi son esprit. Cela reflète la connexion intrinsèque entre le bien-être physique et émotionnel. Selon des recherches, l'exercice physique libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. La pratique de la gratitude. La gratitude a été un pilier fondamental dans la récupération d'Elena. En se concentrant sur ce qu'elle avait plutôt que sur ce qu'elle avait perdu, elle a transformé sa perspective. Cette pratique n'a pas seulement augmenté sa résilience, mais a également renforcé sa connexion avec le présent. Demandez-vous quels aspects de votre vie vous pouvez commencer à apprécier dès aujourd'hui. La libération du passé. Elena a cessé de s'accrocher à ce qui était et a commencé à se concentrer sur ce que cela pourrait être. Ce geste de lâcher prise n'a pas été facile, mais il lui a permis de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Selon Rolando, le passé n'a que le pouvoir que vous choisissez de lui donner. Lorsque vous choisissez de le lâcher, vous vous libérez pour construire un avenir différent. L'importance du pardon. La rencontre d'Elena avec son ex a été un moment décisif. Sa capacité à le regarder avec compassion plutôt qu'avec ressentiment a démontré qu'elle avait atteint un niveau profond de guérison. Le pardon ne signifie pas justifier le mal, mais libérer le poids émotionnel qui en découle. Ce geste n'a pas seulement bénéficié à Elena, mais a également reflété sa croissance intérieure. L'expansion de la conscience. À travers son blog, Elena a découvert que partager son histoire ne la guérissait pas seulement d'elle, mais aussi les autres. Cela souligne l'importance de la connexion humaine et comment nos expériences peuvent avoir un impact positif sur les autres. Selon des études, aider les autres améliore également notre propre bien-être. La réouverture à l'amour. Elena a trouvé en Andrés une relation fondée sur le respect mutuel et le soutien. Ce changement a reflété les nouvelles normes qu'elle avait établies pour elle-même. Elle avait appris à prioriser son bonheur et son amour-propre, ce qui lui a permis d'attirer une relation plus saine. La leçon du progrès non linéaire. Elena a compris que la guérison n'est pas un chemin rectiligne, mais un voyage avec des hauts et des bas. Cela lui a permis d'avancer avec patience et compassion envers elle-même, sans se juger pour ses rechutes. Cette leçon est applicable à tout processus de changement personnel. La construction d'une vie authentique. Elena n'a pas seulement surmonté sa douleur, mais elle a aussi construit une vie qui reflétait ses valeurs et aspirations. De ses activités créatives à sa communauté en ligne, chaque aspect de sa vie était un reflet de qui elle était vraiment. L'importance de l'intention quotidienne. Elena a utilisé son document personnel pour se rappeler qui elle était et ce qu'elle voulait accomplir. Ce geste d'attention quotidienne lui a permis de maintenir son focus et son engagement envers sa transformation. L'inspiration pour les autres. L'histoire d'Elena ne concerne pas seulement sa guérison personnelle, mais aussi la façon dont elle a inspiré les autres à entamer leur propre processus. Cela reflète le pouvoir du témoignage personnel et comment partager nos expériences peut créer un impact positif sur les autres. Réflexion finale. L'histoire d'Elena est un rappel que, bien que la douleur peut sembler insurmontable, il y a toujours une issue grâce aux outils appropriés, au soutien nécessaire et à un engagement envers soi-même. Il est possible de transformer même les expériences les plus difficiles en opportunités pour grandir et s'épanouir. En conclusion, l'histoire d'Elena n'est pas seulement un témoignage de résilience et d'amour-propre,
mais aussi un guide pratique pour ceux qui cherchent à lâcher ce qui ne leur sert plus et à construire une vie pleine de sens et de but. Son parcours nous inspire à réfléchir à nos propres vies et à nous interroger sur ce que nous sommes prêts à lâcher pour faire place à ce que nous méritons réellement. Maintenant que nous avons atteint la fin de cette analyse, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la façon dont ce que nous avons exploré dans l'histoire d'Elena peut s'appliquer à ta vie. Discutons. Remettons-nous en question ensemble et cherchons des réponses qui t'aideront à construire une relation plus saine avec toi-même. Permets-moi de te poser une question importante. As-tu envisagé combien de fois tu te retrouves à penser à quelqu'un qui n'est plus dans ta vie ou qui ne te valorise pas à ta juste valeur? Qu'est-ce qui te pousse à maintenir cette pensée récurrente? Souvent, ce n'est pas la personne en elle-même, mais le sens que tu as associé à elle. Elle représente la sécurité, la validation, ou peut-être l'idée qu'avec elle, c'était suffisant. Si tu t'arrêtes pour y réfléchir, il est possible que tout cela existe déjà en toi, mais que tu ne l'aies pas encore découvert. Je veux que tu penses à cela. Combien de choses dans ta vie sont restées en pause parce que tu continues de maintenir quelque chose qui ne te sert plus? Si tu regardes vers l'avant, quelles opportunités pourraient s'ouvrir à toi si tu choisis de lâcher prise? Mais surtout, qu'as-tu vraiment peur de perdre? Est-ce le lien avec cette personne ou peut-être une partie de ton identité que tu as associée à elle? Que se passerait-il si tu construisais une nouvelle identité basée uniquement sur ce que tu choisis d'être, sans dépendre de personne d'autre? Quand Elena a confronté ces questions, elle a découvert que ce n'était pas la séparation d'avec son ex qui était la plus difficile, mais de faire face à elle-même et au vide que cette relation avait comblé. Et ici, je veux te poser une question. Quel vide essaies-tu de combler avec cette relation, avec cette pensée récurrente? Que se passerait-il si, au lieu de chercher dehors, tu te consacrais à construire à l'intérieur? Il est possible que, comme dans le cas d'Elena, tout ce dont tu as besoin soit déjà en toi, attendant d'être découvert. Si, à ce moment précis, tu te sens coincé, je veux que tu te questionnes. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur du changement, du vide, ou peut-être la peur de ne pas trouver mieux? Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être oublié. Lâcher prise ne signifie pas perdre, mais faire de la place pour le nouveau. Quelle place pourrais-tu ouvrir dans ta vie si tu osais laisser partir? Et plus important encore, qu'es-tu prêt à faire pour te donner cette opportunité? Réfléchis-y bien. Si tu te permettais d'écrire un document personnel comme l'a fait Elena, quelles paroles utiliserais-tu pour te décrire? Comment te parlerais-tu si tu décidais d'être ton meilleur allié plutôt que ta pire critique? Quelles affirmations aimerais-tu répéter chaque jour pour te rappeler combien tu es précieux? Peut-être qu'au début, tu n'y croiras pas. Mais rappelle-toi, comme le dit Rolando, une vérité répétée 1000 fois s'intègre dans ton être et devient ta nouvelle réalité. Ne vaudrait-il pas la peine d'essayer? Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu mettais autant d'efforts à penser à toi qu'à penser à quelqu'un d'autre. Comment ta routine, tes décisions, ta manière de te lier aux autres changerait-elle? Elena a découvert qu'en investissant du temps et de l'énergie pour elle-même, non seulement elle a guéri, mais elle a aussi créé une vie qui reflétait ses rêves et ses valeurs. Que pourrais-tu créer si tu choisissais de faire de même? Enfin, je veux t'inviter à partager ton expérience. Quelle partie de cette histoire a résonné avec toi? Quelles étapes penses-tu pouvoir commencer à prendre pour lâcher ce qui te pèse et te reconnecter avec toi-même? Tes commentaires ne t'aideront pas seulement à réfléchir, mais peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui sont dans un processus similaire. Rappelle-toi, cet espace est sûr et tes paroles sont les bienvenues. Avant de te quitter, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Lâcher prise n'est pas la fin, c'est le début. C'est l'acte courageux de te donner la permission d'être heureux, de te reconstruire et de découvrir tout ce que tu mérites. Je suis ici pour te lire, pour dialoguer avec toi et pour t'accompagner dans ce processus. Oseras-tu faire le premier pas? Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.